Wari, je suis membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce britannique et c'est toujours un réel plaisir de vous avoir parmi nous dans les grandes conférences et débats organisés par la Chambre de commerce britannique au Maroc. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet d'actualité et avant, permettez-moi de remercier avec mes chaleureux bienvenus notre membre des panels, Monsieur Salah Eddine Mzouer, président de la COP22 et aussi ex-ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Bienvenue. Merci. Monsieur Saïd Moulin, qui est président de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Bienvenue. Madame Amel Melouani, qui est directrice chargée de la direction du financement, du développement durable, des domaines verts au sein du Crédit Agricole. Bienvenue, madame. Monsieur Ali Hjij, qui est directeur de développement Afrique chez Clark Energy. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de partager avec nous votre vision par rapport à un sujet d'actualité qui nous intéresse tous, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise également. Et puis, de partager avec nous votre vision sur le développement durable et le rôle de l'entreprise marocaine face à ce vaste chantier. Alors, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un sujet d'actualité qui devient de plus en plus critique et de plus en plus brûlant, qui est le changement climatique et son impact sur l'économie et son développement. Au Maroc, nous l'avons ressenti récemment. Le stress hydrique est une réalité, que ce soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de la population. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter et adapter leur business model pour tirer profit des opportunités du développement durable. Le Royaume est devenu champion africain, et ça, on le sait tous. Comment nos entreprises peuvent capitaliser sur cette initiative et profiter des opportunités de développement durable également. Aujourd'hui, le patronat, récemment, il a plaidé en faveur d'un développement d'une nouvelle économie climatique pour réadapter l'activité nationale au changement climatique, mais aussi pour créer des nouveaux marchés. Voilà les enjeux de nos entreprises, des enjeux dont nous allons débattre aujourd'hui. Et sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Benoît, qui est notre modérateur ce soir. Et donc, bonsoir. Bien à vous. Merci Madame Ashmanti, membre du conseil d'administration de la Chambre britannique de commerce. Merci. Juste avant bien sûr. de finir, j'aimerais bien remercier nos sponsors et nos partenaires, donc l'OCP, BMCE Bank of Africa, Bombardier, les eaux minérales d'Oulmens, Cosumar, Crédit Agricole du Maroc, la British International School et Clark Energy. Des soutiens de poids et on les remercie. Bienvenue, bonsoir à tous pour cette nouvelle conférence de la Chambre britannique de commerce. On va donc s'intéresser à un sujet brûlant d'actualité, effectivement. C'est vrai que le développement durable, ça commence à parler de plus en plus. C'est une urgence pour le Maroc, qui est un des 25 pays au monde le plus concerné par le stress hydrique. 2011, nouvelle constitution. On peut dire que c'est vraiment là où est partie la première obligation, puisqu'elle est inscrite dans la Constitution, celle d'un développement durable et d'un droit à l'environnement sain au Maroc. Et depuis, les choses ont bougé, même si avant, bien entendu, il y avait ce vaste chantier du plan solaire, des parcs éoliens. Aujourd'hui, c'est une obligation, une nécessité et des opportunités pour le Maroc d'engager des actions dans le développement durable. Il y a eu, bien sûr, le démantèlement progressif des subventions publiques aux contributions fossiles, aux combustibles fossiles, pardon. Je parle bien sûr de la libéralisation des carburants. Et puis, il y a surtout cette stratégie nationale de développement durable dont on va parler ce soir, qui a été adoptée donc en 2016, 17 exactement, au Conseil de gouvernement. Ça commence à bouger. Elle a été pensée largement 2008, 2018. Je pensais que c'était 2017. En tout cas, très récemment, ça fait quelques mois, et c'est vrai que c'était une réflexion qui était engagée depuis longtemps avec d'importantes négociations. Et puis, on a eu des rappels à l'ordre, justement, pour booster davantage ce chantier.
L'objectif de cette stratégie nationale du développement durable, c'est vraiment inclure le Maroc, concrétiser une vision de l'économie verte au Maroc d'ici 2030, avec les premiers fondements d'ici 2 ans. On va voir ce soir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Est-ce que nous sommes sur la route de la croissance verte? On va voir ça avec un homme qui porte dans son cœur justement la couleur vert, c'est un Rajaoui. Saladin Nezouar qui nous fait donc l'honneur d'être là ce soir. Et on le remercie encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va voir avec vous justement le défi de la formation, peut-être le défi de l'emploi. On parle de 250 000 emplois créés dans le développement durable d'ici 2030. Le défi de la gouvernance, les opportunités à saisir pour les entreprises. Il faut savoir ce chiffre, 23 trillions de dollars, c'est le montant des investissements dans le monde qu'on attend jusqu'en 2030, 2015-2030 exactement. Saïd Moline qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous ici ce soir, directeur de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. On va voir où on en est justement dans cette stratégie d'efficacité énergétique à destination des entreprises, quelles sont les structures qui sont mises en place et quel cadre de coopération, et puis quelles sont les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui peut-être à l'international et au Maroc. Nous verrons comment les banques interviennent avec Crédit Agricole du Maroc qui nous fait le plaisir d'être là. C'est un partenaire fidèle à la Chambre britannique de commerce, en la personne donc d'Amal El-Malouani. Je vais y arriver, j'ai bien prononcé, c'est bon. On verra justement les fameux Green Bonds, notamment, qui ont fait leur introduction ici au Maroc. Le Maroc et la France ont été les 2 premiers pays au monde à s'initier à ce genre de financement vert, de ce financement du développement durable. Et ça commence à bouger particulièrement depuis 1 an et demi, avec Mazen qui a ouvert le bal et puis les banques qui commencent à y aller. Et vraiment, ça fonctionne bien sur la place. Et puis, on aura un exemple concret ce soir, un exemple d'une entreprise qui fait du green business. Elle est britannique, cette entreprise, elle s'appelle Clark Energy. Je remercie notre intervenant, qui est le directeur donc développement Afrique de Clark Energy, Ali Hajej. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille. Je suis désolé, j'y arrive presque. Je vais essayer de m'améliorer tout à l'heure en fin de conférence. On verra avec vous justement ce que vous faites concrètement et quel est votre success story au Maroc et puis à l'international. Je crois que vous êtes présent également en Algérie, en Afrique, de manière globale, de toute façon. Saladin Nezouar. C'est à vous la parole. Bienvenue. Venez nous rejoindre. D'accord. À vos ordres. Non, c'est plutôt moi qui suis aux ordres. Président de la COP22. Ça remonte, ça commence à passer. 1 an et demi, presque 2 ans. La COP22. Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Un bon souvenir que vous avez en tête déjà? J'étais à Marrakech encore hier et j'ai revu tout ça. Il y a eu un premier sommet africain des Rotariens. Des Rotariens, oui. Donc il y a une dynamique qui continue. Ça s'est tenu au Palais des Congrès et ça m'a permis de revoir plein de gens engagés. C'était une belle surprise de voir également que dans des structures comme ça, des organisations comme ça, il y a une prise de conscience pour aller vers des initiatives en faveur du développement durable. Je trouvais ça magnifique. Et donc, la greffe est en train de prendre. Avant de poser la question, est-ce que la croissance verte au Maroc, c'est un rêve ou c'est une réalité? J'ai envie de vous poser une question toute simple. De quoi êtes-vous le plus fier en tant que président de la COP22? Bien, fier naturellement de l'équipe qui a travaillé avec une abnégation exceptionnelle, l'esprit d'équipe qui a animé tous les corps. Et surtout, cette idée qui a été un élément déclencheur et cohérent, qui était celle de faire de la COP22 une COP de l'action. Ne pas rester dans les débats liés aux détails des accords, parce que c'est les négociateurs qui mènent tout ça. Ouvrir pour la première fois et installer d'une manière forte les acteurs non étatiques, ça correspond à une philosophie sur laquelle qui nous a permis d'avancer également dans ce pays, qui est celle du partenariat public-privé. Et ça commence à bouger pour les entreprises aussi. Ici au Maroc, cette notion, cette conscience. Aussi, et ça a permis naturellement à des organisations, à des entreprises de prendre des initiatives, de s'engager lors de la COP22, de rentrer dans des réseaux, dans des coalitions et de devenir des acteurs représentatifs qui drainent et qui tirent également tout un continent. C'est une ambition et je crois qu'elle est légitime. Aujourd'hui, la croissance verte au Maroc, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité? Je dirais que c'est une nécessité. Ce n'est ni un rêve, ni une... Donc moi, je considère que la croissance verte est un choix. Mais un choix, pour moi, incontournable.
nous sommes déjà dans la dynamique de la nouvelle économie. La nouvelle économie sera une économie durable, et respectueuse de l'environnement et qui intègre d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. Et donc, le monde est en train de rentrer dans une nouvelle révolution. Maintenant, la prise de conscience du décideur politique et également de l'acteur sur le terrain, parce que celui qui transforme est l'acteur privé. Il ne faut pas l'État, le gouvernement a plus un rôle de driver pour aider les gens à rentrer dans cette dynamique, mais c'est pas lui qui transforme. Et donc, il est, à mon sens, important de comprendre que s'engager dans l'économie verte, dans l'économie durable, dans le développement durable, est une opportunité, une nécessité pour se positionner. Il ne faut pas qu'on fasse comme notre histoire, être à la traîne. Plus on fait partie des premiers, mieux on est. Plus on est capable de tirer le maximum de bénéfices possibles. Bien sûr, le déclic, l'évolution, la révolution ne se fait pas facilement. Changer de mode de production, c'est compliqué. Habituer le consommateur à consommer différemment, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Et donc, il faut que cette capacité de lier l'ensemble des acteurs, l'État avec ses différentes ramifications, le secteur privé, et je pense qu'il a un rôle fondamental dans l'accélération de la dynamique, les régions, les territoires et les ONG. Si on arrive dans notre pays à créer la bonne articulation entre ces différents acteurs, je pense que le Maroc peut être un des gagnants de ce nouveau monde, de cette nouvelle économie. C'est pour ça que le débat qu'il y a aujourd'hui sur le nouveau modèle de développement, etc., j'espère qu'il va intégrer sérieusement et avoir le courage d'intégrer sérieusement cette dimension. Ce que je remarque, c'est qu'au niveau gouvernemental, par exemple, et ce n'est pas un reproche que je fais parce que je ne suis pas dans le gouvernement, je l'ai dit quand j'étais même dans le gouvernement, donc c'est le même constat qui continue. Le fait qu'il n'y ait pas d'articulation et que souvent cette question est perçue comme étant une question dont il y a un département spécialisé et qui s'en occupe, fait que la dynamique ne prend pas. Dans les réflexes des décideurs, le fait que d'avoir les réflexes d'avant et ne pas de se dire, bon, quand même, on est en train de parler de cette histoire depuis plus de 20 ans, il y a un engagement au plus haut sommet de l'État, on est en train de faire des choses intéressantes, on organise un événement tel que la COP22, mais on ne l'organise pas pour l'organiser, on l'organise pour quelque chose. Et donc, l'après-COP22 n'a pas connu la dynamique que le Maroc était censé avoir après, justement, la tenue d'une COP considérée par le monde entier comme étant une COP réussie. Alors justement, on a eu un rappel royal à l'ordre, entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les agences comme Mazen ou encore ici comme l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique qui ont un petit peu les pôles de décision principales par rapport à cette mesure du développement durable. Au sein du patronat, ça commence à bouger. Aujourd'hui, on parle d'une charte climat, on a entendu parler d'une nouvelle économie climatique à dessiner. Ça commence à prendre. Il y a une architecture qui se dessine au niveau du patronat, des ONG, de ces agences également étatiques. Moi, je pense qu'au niveau du patronat, c'est ce que j'ai constaté. Effectivement, c'est que le patronat, à travers la SOGEM, était fortement présent et engagé lors de la COP22. J'ai vu ce qu'ils ont fait également lors de la COP23 et entre les deux COP. Je dirais que l'organisation patronale est une organisation avec et autour d'un certain nombre d'acteurs est en train de s'imposer comme étant une organisation qui va dans la direction de ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est un bon signe. C'est un signe de mobilisation, c'est un signe de prise de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, il y a l'envie d'agir.
Et cela va permettre effectivement à une organisation comme la CGM d'être un acteur, accompagnateur, accélérateur du mouvement. Et peut-être une force d'impulsion à travers les coalitions et les réseaux auxquels elle appartient aujourd'hui, pour faire de sorte qu'au niveau public, les choses aillent beaucoup plus vite. Vous avez cité deux agences, et deux agences exemplaires, parce que ce qui se passe sur le solaire nous permet aujourd'hui d'être perçus comme étant un pays qui avance et qui avance vite. On voit comment la dimension des énergies renouvelables est en train de devenir de prendre une dimension intéressante dans notre pays. Les compétences qu'il y a derrière, le savoir-faire qui s'est développé. On a recours et on sollicite l'agence. Donc, je pense que sur ce plan-là, on a un outil qui va nous permettre en tout cas de réaliser nos objectifs dans les délais fixés par les orientations royales. L'agence pilotée par mon ami Saïd Mouline est une agence, et je le constate à travers les différentes réunions et forums auxquels j'ai participé pendant ma présidence de la COP. Je l'ai vu aussi en Afrique, combien cette agence est perçue comme étant une agence qui a un savoir-faire, qui a beaucoup de choses à apporter. Il fait beaucoup au niveau national, ça a permis d'avancer, parce qu'inscrire l'efficacité énergétique dans les politiques publiques et dans les stratégies n'était pas forcément une chose aisée. C'est plus facile de construire une centrale que d'amener les acteurs à se dire, bon, maintenant, je dois réduire de 10, je dois réduire de 5, je dois faire de cette manière et de cette manière. Il a tenu, il est tenace, il est persévérant, et je tiens à l'en féliciter, il fait de l'excellent travail. Au niveau africain, c'est une agence qui est extrêmement sollicitée parce que tout le monde est dans la même démarche et la même réflexion. Parce que tout cela, il doit être accompagné par des textes de loi, il doit être accompagné par une organisation, par une structuration. Le savoir-faire de l'agence, le savoir-faire marocain est sollicité. Et quand on dit un savoir-faire est sollicité, c'est une opportunité de leadership qu'il faut saisir. Comment accélérer la cadence aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas le paquet à mettre, notamment sur la formation? Alors vous avez dit tout à l'heure la gouvernance, mais est-ce que aujourd'hui c'est peut-être la formation qui doit être le cœur principal pour mettre en place et démarrer vraiment des écosystèmes du développement durable? Non, dans tout processus de changement, d'évolution, la question de la dimension de la formation est nécessaire, utile, indispensable. Accélérer la cadence, c'est à travers l'articulation entre les politiques publiques, les stratégies au niveau du secteur privé et tout l'accompagnement qui doit être fait par ailleurs, formation et autres. Former des compétences, c'est nécessaire. Si on voit ce qui se passe en Afrique, ceux qui peuvent apporter le financement doutent toujours sur la capacité à mener des projets. Je touche du bois, au Maroc aujourd'hui, cette question n'est plus posée. Ça veut dire qu'on a franchi un cap, un pas extrêmement important. Donc, former des compétences, leur donner la possibilité également de transformer est une nécessité. Mais il y a une question d'articulation. On veut aller beaucoup plus vite, c'est possible. Mais la dimension de l'environnement, la dimension climatique n'est pas uniquement une question d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. C'est beaucoup plus large. En arrivant tout à l'heure pour venir à cette conférence, quand on voit dans quelles conditions les choses sont en train de se faire au niveau de nos infrastructures, par quels matériaux, etc., on est encore très, très loin. Quand on voit une ville comme Casablanca, où il y a encore un vrai problème pour respirer, parce qu'il faut des poumons pour respirer, quand on voit tout ça, il y a véritablement beaucoup de choses encore à faire. Quand on voit qu'au niveau des constructions, on continue à construire de la même manière avec les mêmes matériaux, ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré l'opportunité de développer un savoir-faire et d'apporter quelque chose de différent au niveau de la cité, de l'urbanisation, du mode de vie, etc. Donc, le changement dont on parle n'est pas uniquement un changement lié à un aspect. Quand on voit au niveau du transport, quelle est la part? Je n'ai aucune idée, Saïd, je ne sais pas si tu le sais. Quelle est la part de l'électrique, du renouvelable
dans le parc automobile aujourd'hui. Donc, on est encore véritablement très loin. Alors, comment saisir tout ça? Il faut que cette articulation se produise entre les politiques publiques, l'acteur privé et les acteurs au niveau du territoire. Est-ce qu'on doit faire marcher aussi la carotte et le bâton, en quelque sorte, vis-à-vis des opérateurs privés? Jouer le jeu davantage, vous aurez des avantages fiscaux, entre guillemets? Faire comme font tout le monde. C'est fixer des objectifs, des deadlines et commencer à avancer. On sait qu'on ne peut pas changer ces choses-là du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. Mais par contre, fixer des délais en disant, bon, allez, prenons le Grand Casablanca. On peut se dire, allez, à l'horizon 2030, on veut avoir 30% de véhicules hybrides ou électriques ou autres. C'est un objectif et on commence à travailler dessus. Et on commence à réguler en fonction de cela. Donc, parler de ces choses-là, c'est être capable d'avoir la vision, de mettre des objectifs et ensuite de mettre en place les outils. La sanction vient de toutes les manières. Quand c'est par la loi, quand c'est l'État qui décide, quand c'est la loi qui décide, tout le monde est censé l'appliquer. La loi est pour tout le monde et ce n'est pas... Et donc, il faut qu'on ose aller beaucoup plus vite. Sur les énergies renouvelables, il y a un leadership fort de Sa Majesté. Donc, les projets se font, ça va beaucoup plus vite, les délais sont respectés, etc. Il faut que, au niveau du management public, de l'articulation entre le management public et le management privé et territorial, on puisse arriver à mettre en place un dispositif qui tient la route. Et je pense que tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que ça va nous ouvrir des portes énormes, des voies énormes pour la création de nouveaux emplois et la préparation de nouvelles compétences et de nouvelles élites. Il y a un leadership africain encore à confirmer, à grossir. Il y a un leadership africain, je vais vous dire. Au niveau africain, on attend du Maroc à ce qu'il joue ce leadership. On attend du Maroc à ce qu'il assume cette responsabilité de leadership sur cette question parce qu'il a gagné sa légitimité. Et gagner sa légitimité au niveau international, quand vous la gagnez, donc il ne faut pas la perdre. Et pour ne pas la perdre, il ne faut pas qu'il y ait uniquement des effets d'annonce sur certains chantiers, il faut qu'il y ait de l'action et de la transformation, ceci va aider à renforcer encore plus. Je vais vous dire, par exemple, lors du premier sommet africain de l'action pour un co-développement durable, etc., il y a un engagement des chefs d'État pour intégrer cette nouvelle économie, intégrer cette nouvelle dimension du développement durable. C'était un acte fort. Il a été écouté. Ça a permis également aux différents États africains et acteurs africains de parler avec leurs pairs, avec un langage différent, avec une posture différente, avec ce qu'il y a derrière des chefs d'État qui ont pris des engagements. On a créé des commissions pour apporter des réponses concrètes à des problématiques concrètes. Quand on parle du problème du Sahel, de la désertification au niveau du Sahel, de l'assèchement du lac Tchad, du déplacement de 50 millions de personnes sur les 10, 15, 20 prochaines années, on est en train de parler de choses sérieuses. Ou du stress hydrique avec le Cap qui manque d'eau en ce moment, et le stress en Afrique du Sud, etc. Quand on parle du bassin du Congo, deuxième poumon après l'Amazonie du monde, et avec toutes les possibilités et l'accompagnement que le Maroc apporte depuis pour lancer le Fonds bleu, pour accompagner dans la structuration des projets, etc., le Maroc est un acteur qui joue son rôle de leadership. Quand on parle des États insulaires, et tout le monde le sait, j'ai regardé en quelle année a été créée la Chambre, 1923. Vous savez quelle était la température annuelle moyenne il y a 90 ans? Dites-nous. 13,8 de moyenne, degrés centigrades. Il est de combien aujourd'hui? Il est de 14,7. 1 degré, ça peut paraître peu, mais c'est en train de provoquer tous ces dégâts. Si on continue sur la lancée, et quand on parle des États insulaires, des États vulnérables, on est en train de parler de drame humain. Parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est une vie humaine, c'est des collectivités, c'est des personnes.
au-delà du mode d'organisation des sociétés. Non, c'est sérieux, c'est des êtres humains. Et on est en train de parler non seulement en milliers, en centaines de milliers, mais on est en train de parler de millions de personnes qui vont devoir se déplacer. Déplacer des personnes, c'est déstructurer des sociétés, déstructurer des familles. Quand on voit ce qui se passe au niveau de la récupération par des mouvements extrémistes, etc., Boko Haram puise beaucoup au Sahel. Parce qu'il y a un déplacement de population, un désespoir, etc., et la récupération devient facile. Donc il y a une dimension de sécurité, une dimension de stabilité qui rentre dans tout ça. Donc quand on voit les risques qui existent aujourd'hui par rapport à ces changements, et si on continue à ce rythme, nous allons assister et vivre des drames. Donc c'est de drames qu'il s'agit, c'est d'êtres humains qu'il s'agit, c'est de populations qu'il s'agit. Ceci est valable chez nous aussi. Quand plus la désertification avance, plus la mer avance, plus tout ça va produire, avoir des dégâts et des déstructurations. Donc, voilà. Et puis des opportunités à saisir, bien évidemment, pour les entreprises. On parle des problèmes, mais naturellement, tout cela, c'est des opportunités. Saïd, c'est incroyable ce que j'ai vu comme innovation durant mon année de présidence, à tous les niveaux. L'économie de demain est déjà là. Et j'ai beaucoup apprécié un mot ou un terme qui a été utilisé par Solar Impulse, comment il s'appelle? Solar Impulse. Hein? Bertrand Picard. Il te dit... le fameux pilote avec son avion solaire. L'économie d'aujourd'hui, l'économie telle qu'on la connaît, c'est du passé, c'est fini. On est déjà dans la nouvelle économie, il a raison. Parce que quand on regarde toutes les innovations qu'il y a, et la vitesse avec laquelle ça va, et les engagements que beaucoup d'États ou de grandes entreprises multinationales et autres sont en train de prendre, ceci confirme que véritablement la dynamique est partie et il ne faut pas. On revient au Maroc, il ne faut pas que le Maroc reste à la traîne. Une dernière question, Saladin Ezouar, bon, question de journaliste. 250 000 emplois d'ici 2030, c'est l'objectif de cette stratégie nationale du développement durable. Est-ce que vous y croyez, vous, ou est-ce que vous dites non, il ne faut pas se fixer forcément sur cet objectif-là? Mais l'essentiel, c'est vraiment de démarrer et d'accélérer la cadence. Je trouve que ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition? Franchement. Merci beaucoup, Saladin Ezouar. Alors, quelle est la stratégie d'efficacité énergétique, justement, qui a été lancée? On a un des pilotes avec nous ce soir, Saïd Mouline, le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. On va voir justement quels sont les dispositifs, allez-y Saïd Mouline, les dispositifs, les mécanismes, les solutions qui sont proposées aux entreprises. Avec vous, Saïd Mouline, comment ça va ce soir? Très bien, surtout après... retrouver le président de la COP22, il rentre de Marrakech, mais ça a rappelé aussi beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai, notre pays a vécu des moments très forts avec l'organisation de cette COP, qui n'était pas une fin en soi, mais surtout elle venait après la COP21, qui avait été le grand accord mondial, et on nous prédisait une COP de suivi. On a dit non. Et comme l'a bien dit le président, COP de l'action, et un rôle pour le secteur privé tellement important, où on a montré les innovations, on a montré comment le privé réduisait lui-même ses propres émissions, où on a fait passer un message, parce qu'il y a souvent le privé qui est pointé du doigt par la société civile, et ce lien qui a été fait avec la société civile. Donc tous ces thèmes ont été mis en avant, et avec le président, vraiment, c'était un plaisir, je le dis encore une fois, parce que les États négocient. Et les autres acteurs de la société civile ont été tellement mis en avant que même pour les Nations Unies, ça a été une innovation, oui. Marrakech. Et on a tenu à montrer que le rôle du secteur privé, et le secteur privé du Sud, créant les emplois qu'on veut pour demain, dans cette économie verte. On espère le Fonds vert international de l'ONU pour notamment nous aider. Alors il y a l'aspect fonds, et il y a l'aspect innovation. On avait des startups de toute l'Afrique qui ont été mis en avant. On a montré qu'il y avait de l'innovation qui venait du continent. Et on a montré qu'aujourd'hui, oui, il y a des emplois de demain, mais que c'est parti. Est-ce que les entreprises marocaines mordent aujourd'hui assez à l'hameçon de l'efficacité énergétique, franchement? Alors, l'efficacité énergétique, c'est un des thèmes, ça a bien été dit par ça là. La problématique environnementale, surtout la problématique climatique, englobe le tout. Entre l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est par les renouvelables et l'efficacité énergétique. L'adaptation, c'est tout ce qui est eau, tout ce qui est gestion de la sécurité alimentaire. On peut partir sur tous les thèmes. Et sur le thème de l'atténuation,
bien sûr, on a montré, c'était une chance, parce que notre pays avait une politique volontariste. Ça avait été dit, on est un pays proactif, un pays du Sud proactif, un pays du Sud faible émetteur de gaz à effet de serre proactif. Donc on est dans un schéma, aujourd'hui, avec une volonté au plus haut niveau de l'État, qui a été portée dès 2009, avec l'orientation d'abord pour le grand plan renouvelable. Et rappelez-vous, à l'époque, combien de pays avaient fait des annonces? Ils étaient très peu. Qui a réalisé? Même ceux qui avaient fait des annonces, Bien sûr. qui a réalisé? Regardez aujourd'hui la centrale solaire, si vous allez à Ouarzazate, et je vous invite à visiter, c'est exceptionnel, mais aussi tout ce qui est au niveau des projets éoliens qui ont été développés sur au nord et au sud du royaume. Nous avons un programme très volontariste et qui est cité en exemple, au niveau international. Et plus que ça, dans un modèle économique. Avant, on nous disait, pourquoi faire des énergies plus chères? On est un pays qui est faible émetteur. Pourquoi? Eh bien, avec cette vision, non seulement on a pu développer des projets, on a pu développer des industries créatrices d'emplois, et on a pu développer un modèle économique qui aujourd'hui sert d'exemple pour tout le continent. Donc c'est ça, la vraie réussite de cet aspect. L'efficacité énergétique, c'est beaucoup de choses. D'abord, tous les secteurs sont concernés. Le président l'a bien dit, l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public, l'agriculture, tous ces secteurs, il faut les accompagner pour arrêter de gaspiller d'énergie. Parce qu'avant de produire avec de l'énergie propre, il faut arrêter de gaspiller. Un bâtiment, si on le conçoit d'une certaine façon, il va consommer 10 fois moins. Il peut même être producteur d'énergie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit dans certains pays où on encourage maintenant les bâtiments à énergie positive, ce qu'on appelle énergie. Donc ça peut se faire. Et ça se fait de plus en plus. Et ça va se faire parce qu'on est de plus en plus dans un modèle économique. Le transport, un grand problème. Et je ne cache pas parce que l'accord de Paris, la Chine a changé d'approche. Pourquoi? Parce que les villes devenaient irrespirables, surtout en Chine, surtout dans les grandes villes où il y a plus de 20 millions d'habitants, dans le monde entier. Avec le modèle que nous avions, il était impossible de continuer. Et on voit aujourd'hui la Chine qui innove avec des bâtiments qui captent et des voitures la pollution et qui en recrachent de l'air pur. Des milliers de bus électriques. La mobilité électrique est en train, parce que surtout dans les villes, la problématique de la pollution des centrales, c'est une chose. La politique liée à la mobilité urbaine, et quand vous avez des millions de véhicules très concentrés dans une ville, avec les bouchons que vous connaissez, et qu'on connaît ici, à Casa, donc c'est une problématique qu'on ne peut pas résoudre avec le même modèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des grandes villes comme Londres, comme Paris, comme décider qu'en 2030, il n'y aura plus de véhicules, déjà 2020, plus de véhicules diesel, 2030... plus de 4x4 dans les centres-villes. On pourrait rêver à Casa. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, attention, nous avons une chance, parce qu'il y a une vision dans notre pays, parce qu'il y a eu des engagements sur les grands plans renouvelables, mais regardez ce qui est annoncé aussi dans la mobilité électrique, comme industrie qui se développe et qui va petit à petit changer la donne. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, à l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique? Est-ce que vous êtes dans le rôle de regarder justement les innovations mondiales, tenter de les ramener ici, les rendre accessibles aux entreprises, dialoguer avec l'État et l'entreprise? Dans chacun des 5 secteurs, industrie, transport, bâtiment, l'éclairage public, agriculture. L'efficacité énergétique, c'est des réglementations, c'est des accompagnements techniques et financiers, c'est de la sensibilisation et de la formation. Dans chacun de ces secteurs, donc quand vous voulez, par exemple dans le bâtiment, on a fait une réglementation thermique du bâtiment. Aujourd'hui, on ne peut plus construire sans un minimum de règles thermiques. Il y a une loi qui est passée, elle a été approuvée au Parlement, on a profité de la COP22 pour faire accélérer les choses, c'est vrai que ça a permis de faire avancer beaucoup de choses, et aujourd'hui, on a dit, alors on n'a pas pris les règles européennes, parce que le climat d'abord n'est pas le même, mais on a adapté au contexte, on a formé les architectes, on a discuté avec la Fédération des matériaux de construction, secteur privé, pour dire attention, il faut qu'il y ait une disponibilité de tous ces matériaux d'isolation sur tout le territoire. Il a fallu aussi accompagner, alors on a un logiciel qui a été mis en place et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de l'agence pour tous les architectes pour qu'ils puissent faire les calculs nécessaires. Et c'est tout ça qui est mis en place. On a fait des projets pilotes. On a subventionné pour les logements sociaux avec le Hamran sur plusieurs
projets sociaux, on a subventionné le surcoût lié à l'efficacité énergétique. Parce qu'il y a un surcoût. Parce que la problématique de l'efficacité énergétique, eh ben, il y a un financement qui est un peu plus important. Et c'est pour ça qu'il y a des réticences. Et c'est pour ça que le rôle du secteur financier est très important. Et je ne parlerai pas du pompage solaire dans l'agriculture, parce que je pense, avec l'agriculture agricole, il y a une ligne dédiée aujourd'hui au financement des pompes solaires, oui. Mais pour les secteurs industriels, il y a un programme qui s'appelle le MORCEF, Moroccan Sustainable Energy Financial Facility, avec la BMCE et avec Tijari Wafa Bank, avec la BMCE et Banque Centrale Populaire. Tijari Wafa Bank a une ligne dédiée aussi à l'efficacité énergétique. C'est très important. On parle de combien, là, vous savez, à peu près? Pardon? On parle de combien en termes de financement? Le premier MORCEF pour les deux banques, c'était 100 millions d'euros qui a été mis en place, avec 10% de subvention. Quiconque industriel, ou pour un bâtiment de travail, pour un broyeur dans une cimenterie, pour un toit solaire dans l'agroalimentaire, a accès à ce financement pour réduire sa consommation. C'est nécessite un investissement de départ. La ligne est là. Il y a une petite subvention comme carotte, mais nous sommes dans un modèle économique. Je voudrais le dire aujourd'hui, parce que la tarif d'électricité, je crois que beaucoup de gens se plaignent de l'électricité même à la maison. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans un schéma où, avec certaines actions, on peut changer la donne. Un autre volet important. J'ai parlé de sensibilisation et de formation. Donc, former les architectes, c'est une chose. Former les acteurs qui installent sur le terrain, c'est énormément de formation. Sensibilisation. On fait de l'efficacité énergétique, vous savez, par le changement de comportement. Et ça, c'est le plus dur. Changer une ampoule par une ampoule basse consommation, c'est assez simple, techniquement. Mais sortir de sa pièce et éteindre, ça, c'est des comportements. Et on peut avoir autant d'économies d'énergie aussi en changeant les comportements. Donc, c'est pour cela qu'il faut, dans chacun des 5 secteurs, réglementation, accompagnement technique et financier, et sensibilisation et formation. Donc, voilà un peu l'approche qui est menée dans tous les secteurs. Un autre point très important, l'exemplarité de l'État. Ouais. Ce que je discutais avec différents responsables du gouvernement, on leur dit, écoutez, on peut convaincre tous nos concitoyens, mais au moins que nous, on donne l'exemple. Il faut que l'administration montre l'exemple. Ouvre la voie pratiquement. Alors, sur certains aspects, ouvre la voie, l'administration, il faut qu'elle ouvre la voie. Bien sûr, parce que d'abord, c'est des investissements qui sont rentables, même pour l'administration. Ensuite, ça crée des emplois, parce que c'est des nouveaux métiers, et installer des toits solaires, isoler des bâtiments, installer des pompes solaires, faire la maintenance des voitures électriques, tout ça, c'est des nouveaux métiers. C'est ça l'économie verte. Et il faut être présent, il faut former, et il faut que dans tous ces secteurs, l'État lui-même donne l'exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un programme qui se met en avant, qu'on essaie de mettre en avant pour montrer que des bâtiments publics, la mobilité de l'État aussi tient compte de ça. Donc on voit qu'il y a une ossature qui se met en place, que vous mettez en place concrètement. Est-ce qu'on peut rêver, dans les 5 ans qui arrivent, à vraiment un début de quelques écosystèmes du développement durable? Il y en a déjà. Dans l'éolien, aujourd'hui, on est à 70% d'intégration industrielle. On a inauguré il n'y a pas longtemps l'usine de pales d'éoliennes de Tanger. Mais aujourd'hui, on voit dans le solaire ce qui s'est passé, même dans les grands projets, parce qu'il y a une vision. Ce n'est pas un projet qu'on fait là, ici ou là. C'est une stratégie sur 10, 20, 30 ans. Ça m'a été dit ça là tout à l'heure. Avec une vision stratégique, vous pouvez non seulement développer des projets, mais faire l'intégration industrielle, avoir les formations nécessaires, avoir le développement local. Rappelez-vous, ces projets, ils se développent sur tout le territoire. Et il y a un aspect territorial très important. Lorsqu'on fait un parc éolien Tarfaya ou à Laayoune, c'est des projets développés dans la région, créant de l'énergie pour la région, créant des emplois dans la région. Donc c'est très important. Et avec cette approche, on a une politique territoriale aussi intéressante. Donc on a les compétences, la formation est là pour répondre... Encore. Alors, ça l'a bien dit tout à l'heure, parce que nous avons un volet continental, nous travaillons beaucoup avec plusieurs agences africaines, une vingtaine de conventions. On forme, on a un centre de formation à Marrakech, qui est un centre labellisé UNESCO pour l'énergie solaire pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons, parce que le renforcement de capacité est très important. Et il faut continuer. Et c'est un des domaines, il y a les grands projets, mais dans l'efficacité énergétique, c'est des milliers de petits projets. Ah oui, il faut transformer la donne. Et il faut transformer sur le terrain.
On a lancé le programme de pompage solaire. Il a fallu former des centaines d'installateurs qui créent leur micro-entreprise ou qui travaillent dans une entreprise qui fait des installations sur tout le territoire et qui sont formés pour cela. Donc c'est ça des centaines ou des milliers d'emplois de demain pour accompagner cela. Donc, et l'avantage aussi, c'est qu'on peut en avoir sur tout le territoire. C'est pas une usine quelque part. Donc c'est aussi diffus à ce niveau-là. Merci beaucoup, Voilà. Saïd Moline. Directeur général de l'Agence de l'efficacité énergétique au Maroc. On va voir comment les banques, justement, accompagnent et interviennent, justement, dans cette stratégie du développement durable aujourd'hui. Il y a, bien entendu, les fameux green bonds, mais il y a aussi d'autres mécanismes, d'autres solutions, et on va, justement, faire appel à notre intervenante du jour, le domaine vert du Crédit Agricole du Maroc, en la personne d'Amal El Malouani qui nous rejoint. Je rappelle que vous êtes chargé de la direction du développement, du financement durable, du domaine vert du Crédit Agricole du Maroc. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue. Merci. Concrètement, d'abord, juste pour faire un point, la finance durable, c'est quoi? C'est une question qui est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition à proprement dit de la finance durable. C'est une définition que chaque organisme financier va adopter et va décliner. Mais de manière générale, on parlera plus d'instruments et de mécanismes mis en place, notamment les green bonds, pour financer des projets de développement durable. En d'autres termes, il s'agira notamment de financer des projets qui allient à la fois donc une rentabilité financière, développement social et bien sûr sauvegarde environnementale, et aussi d'accompagner justement cette transition vers une économie verte. Alors, les green bonds ont fait leur apparition avec Mazen. C'était en marge de la COP22. Depuis, les banques y sont allées. Ça fait à peine moins de 2 ans. Et ça mord beaucoup à l'hameçon. Et le Maroc est un des premiers pays, je le disais tout à l'heure avec la France, qui a lancé ce type d'initiative. Juste avant d'en parler, vous, quand vous avez entendu parler des green bonds qui arrivent au Maroc, est-ce que vous aurez cru que ça allait aussi bien marcher que ça marche actuellement? Vous avez fait des gros yeux ou pas? Au fait, peut-être nous, on est une banque qui se distingue des autres banques. On est un peu précurseur et on anticipe parce qu'on accompagne quand même un secteur qui dépend fortement des aléas climatiques et qui est très sensible à des problématiques telles que l'eau, l'érosion des sols, etc. Et donc, je pense qu'on a eu quand même l'intelligence de penser à des solutions bien avant l'apparition même des green bonds. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis, les green bonds ne sont pas uniquement la seule opportunité aujourd'hui du marché, parce que M. Mzouar, d'ailleurs, en a parlé tout à l'heure, on a une stratégie nationale de développement durable qui a ouvert une multitude de chantiers, et ces chantiers-là ont besoin d'être accompagnés, d'être financés par des mécanismes qui soient adaptés. Donc oui, c'est une manne pour les banques aujourd'hui de se positionner en faveur de cette économie verte. Ça d'un côté. Puis d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on accompagne cette transition vers une économie qui est plus durable, plus verte, on accompagne des projets, on va dire, qui vont préserver des ressources, des économies, enfin des projets inclusifs. Et à long terme, ça peut être plus rentable parce que c'est des projets qui vont être moins risqués, on va dire, parce qu'ils sont, si vous voulez, ils préviennent les aléas et surtout les aléas et les effets du changement climatique de manière globale. Et surtout qu'aujourd'hui, à l'instar des green bonds, le fait de se positionner en faveur de cette économie verte peut servir de levier pour lever des fonds. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont dédiés à différents secteurs ou différentes activités d'économie verte. On a le fonds vert pour le climat, par exemple, le fonds d'adaptation, le FFEM, le GEF. On a des actions qui sont menées par l'AFD, par la KfW, etc. Et au fait, ce sont des fonds ou des organismes qui sont très regardants vis-à-vis des sauvegardes environnementales et sociales de manière générale. Et donc tout ça représente une opportunité réelle pour les banques marocaines aujourd'hui. Ce sont quoi justement ces opportunités? Eh bien, comme j'ai dit, quand on accompagne des projets qui sont plus regardants vis-à-vis des volets social et environnemental, on met en place des systèmes de mitigation de risques. Et puis, on arrive à drainer de nouveaux fonds pour l'économie marocaine, bien sûr, et ça peut être bénéficiaire surtout sur le long terme.
Vous, concrètement, chez le groupe Crédit Agricole du Maroc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous accompagnez forcément le secteur agricole. On parlait des pompes à énergie solaire. Qu'est-ce que vous faites d'autre aujourd'hui? Quels sont les mécanismes, peut-être les produits, les types de financement qui sont proposés par vous et par notre banque également aux entreprises? Alors déjà, je voudrais juste signaler quelque chose. On parle depuis tout à l'heure de finances durables, mais on parle surtout du volet environnemental. Il y a aussi la composante sociale qui est très importante, je pense, à mon sens. Aujourd'hui, en tant que banque, nous déclinons notre finance durable en plusieurs axes. Le plus important étant l'axe d'inclusion financière, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive justement à desservir tout le monde, toute la population cible qui est aujourd'hui surtout composée à notre niveau de plusieurs petits et moyens agriculteurs. Donc on a le Crédit Agricole banque classique, d'accord, qui va financer les projets bancables, éligibles, qui répondent justement aux exigences de Banque El Maghreb, etc. Mais on a aussi la Fondation Ardi, qui, elle, va financer des micro-projets et qui se distingue encore une fois par le fait qu'elle accompagne surtout des projets dans le milieu rural et notamment portés par les femmes. Et entre les deux, on a une large, on va dire, tranche de population, de moyens agriculteurs qui, eux, ne peuvent pas être pris en charge par la banque classique, par exemple, parce que, voilà, ils n'ont pas de collatéraux, ils n'ont pas de garantie, ils ne sont pas organisés, etc. Et donc, ils ne sont pas bancables pour la banque classique. Et puis de l'autre côté, le microcrédit ne répond pas forcément à leurs besoins parce que c'est des petits crédits et c'est pas suffisant. Et donc le Crédit Agricole a mis en place Temouil Fellah, qui est une institution de crédit, un organisme de crédit, qui va accompagner cette tranche-là et en répondant à des besoins adaptés. Et puis à côté de ça, c'est-à-dire qu'on est là, on a un service de proximité, on a un service inclusif parce qu'on est présent quand même, on a plus de 800 points de vente. Et on a aussi une panoplie de produits, parce que quand on veut accompagner une économie verte, on ne va pas financer, par exemple, l'irrigation de la même manière qu'on va financer les énergies renouvelables. C'est pas du tout la même chose. Et donc, on a plusieurs produits qui ont été mis en place. Certains sont innovants. Ecotaqa est un produit pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables qui a été développé en collaboration avec l'ADERE à l'époque. Et c'est un produit qui permet de financer les audits énergétiques dans les exploitations agricoles, de financer aussi les recommandations qui en découlent, tous les investissements, notamment l'investissement en pompage solaire, qui est aujourd'hui une technologie qui a fait ses preuves en termes de rentabilité au niveau de l'agriculture marocaine. Et puis, on a même développé un produit Ecotaqa dédié, par exemple, à l'agro-industrie pour faire des audits énergétiques dans les unités agro-industrielles. Si je prends un autre exemple, pour la préservation des ressources en eau, par exemple, on a le produit Saqi pour l'irrigation, soit pour installer de nouveaux projets d'irrigation, de micro-irrigation, la goutte à goutte, ou carrément la conversion d'anciennes méthodes ou d'anciens mécanismes d'irrigation vers des nouveaux plus économes en eau. On sait très bien que la question de l'eau est très importante. Il y a Biofilaha pour l'agriculture biologique, qui est un mode d'agriculture durable. Il y a on a vu une volonté du gouvernement d'orchestrer un peu mieux l'agriculture biologique, justement, au Conseil du gouvernement très récemment. Il y a on a accompagné la FIMABio à l'époque, c'était la Mabio. On avait même une convention de partenariat avec eux. On a un certain nombre de réalisations. On finance aussi toutes les opérations de conversion, par exemple, parce qu'on sait que plusieurs cultures ne sont pas adaptées aux conditions pédoclimatiques de certaines régions et qu'à l'époque, on avait beaucoup de céréaliculture, par exemple, qui consommaient beaucoup d'eau, où il n'y avait pas de rendement. Donc, on finance les opérations de conversion vers de l'arboriculture fruitière plus adaptée, telles que l'olivier, l'amandier, et j'en passe. Et au fait, il y a une panoplie, comme Tomour, par exemple, pour les écosystèmes moisiens, la lutte contre la désertification. Et c'est tous, si vous voulez, tous ces mécanismes-là, tous ces outils que le Crédit Agricole a mis en place, mais je parle quand même d'un certain nombre d'années auparavant. Quel est le mécanisme peut-être qui cartonne le plus aujourd'hui chez vous, de financement? En termes de crédit, oui. On a un petit crédit de fonctionnement qui marche très très bien avec les petits agriculteurs, qui est le crédit Chamil. Et au fait, c'est un crédit sur 5 ans qui regroupe tous les besoins de l'agriculteur. C'est plus un crédit d'adaptation, on va dire, plus que de l'atténuation.
Et c'est-à-dire que quand notre client, notre petit agriculteur n'arrive pas à recouvrer ses créances une année où il y a un aléa climatique, tel que la sécheresse notamment, eh bien son crédit va être renouvelé pour l'année d'après sans que pour autant il le paye. C'est-à-dire qu'on va essayer d'équilibrer entre les années sèches et les années où on a une bonne pluviométrie, et on attendra qu'il y ait une rentabilité pour pouvoir recouvrer nos créances. C'est un exemple. Et Staqi, bien sûr, qui accompagne le plan marocain d'irrigation qui cartonne jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on voit une multitude d'initiatives et d'actions opérées par votre groupe. Merci beaucoup, Amal Malouani. Je rappelle que vous êtes la directrice chargée du développement, du financement durable au sein du Crédit Agricole du Maroc, du domaine vert du Crédit Agricole du Maroc. On va voir justement un exemple concret d'une success story dans le green business, une entreprise britannique justement, elle s'appelle Clark Energy. Alors vous voyez, ici on a une petite pancarte qui nous explique ce qu'ils font, mais c'est mieux. On a en chair et en os une personnalité qui est en charge du volet Afrique de cette entreprise. Je vais essayer de bien le prononcer. Ali, ouais, est-ce que j'ai prononcé le H, respirer, je ne sais pas pourquoi. Ali Ajaïj. Je suis presque arrivé. Bonsoir et bienvenue. Je rappelle que vous êtes le directeur développement Afrique de Clark Energy. Alors vous, concrètement, vous êtes une entreprise britannique qui fait de la cogénération ou de la production combinée de chaleur et d'électricité avec des moteurs à gaz. Moi, je suis perdu. Pour m'expliquer. C'est exactement ça. Concrètement, c'est quoi? C'est la cogénération. Donc, bonjour à tous d'abord. Ali Ajaïej, groupe Clark Energy. Donc, Clark, c'est un groupe britannique. On est à la chambre britannique depuis maintenant quelques années. Sachant qu'on est au Maroc depuis maintenant presque 10 ans, on a fait pas mal de projets. Et les premiers projets de valorisation de déchets en Afrique. On va voir quelques références tout à l'heure et quelques réalisations. Vous avez un petit diapositive pour nous? Je ne sais pas, il y a une présentation? Oui, vous avez... il suffit de cliquer et pouf, on aura la présentation. C'est magique. Donc voilà, Clark Energy, voilà un groupe britannique. On fait de la cogénération, donc avec l'agence de maîtrise de l'énergie, d'efficacité énergétique. Avec Saïd Mouline. Avec son directeur, M. Saïd Mouline, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Financé par le Crédit Agricole. Ah bah tiens, on n'a pas fait exprès. Comme ça, on copie la boucle. Mais conseillé par Exactement. Et exactement. Moi, j'ai pas un rôle, moi. C'est mon micro. On vous écoute. On est trop sérieux là, il faut détendre. Ouais, Voilà. Donc voilà, on propose des solutions d'efficacité énergétique. Donc comme il a dit Monsieur Saïd Mouline tout à l'heure, l'efficacité énergétique, c'est une des actions nécessaires pour, on va dire, réduire la demande à la consommation. Donc c'est vrai que c'est bien d'aller vers des solutions renouvelables, et là c'est plutôt la production, mais aussi c'est intéressant de réduire la demande en électricité à la base. Et les solutions qu'on propose, c'est une des solutions d'efficacité énergétique, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'efficacité énergétique, elle se retrouve au niveau des constructions des bâtiments, au niveau même de la façon d'imaginer de la production d'un produit par rapport à un autre. On peut imaginer, par exemple, dans la sidérurgie, des fours à arc électriques, d'autres qui sont à chaleur, et chacun est là sa consommation énergétique. Donc l'efficacité énergétique, c'est plutôt une culture, c'est une philosophie, et aujourd'hui, nous, on l'a traduit par des solutions de cogénération. C'est la réduction de la consommation à la source. Et c'est des solutions qui sont plus vers le secteur industriel, et dans le sens large, là où il y a des opportunités d'utilisation de gaz. Alors vous êtes arrivé il y a 10 ans au Maroc. Voilà. En 10 ans, combien d'entreprises vous accompagnez aujourd'hui et que représente le Maroc sur la carte africaine de votre société? Exactement. Donc aujourd'hui, Clark Energy, on est dans un métier d'efficacité énergétique à partir du gaz. C'est vrai qu'au Maroc, c'est pas le pays où il y a le plus de gaz, mais on a surtout développé le secteur de biogaz, ou le gaz qui vient de déchets. Donc aujourd'hui, on a à peu près une dizaine d'installations au Maroc. C'est le plus grand nombre d'installations à partir de biogaz en Afrique, qui sont les décharges, les stations d'épuration qu'on va voir tout à l'heure. Donc on est dans un créneau qui est associé au gaz,
Aujourd'hui, on a SDX avec nous, que je suis là aussi pour les rencontrer, parce que par l'arrivée du gaz chez l'industriel, aujourd'hui, ça développe des perspectives d'économie et d'énergie importantes. Les solutions qu'on développe à partir du gaz, ça permet de réduire jusqu'à 30 à 40% de la consommation énergétique et du coût de l'énergie chez l'industriel. Alors peut-être montrez-nous. Avant aussi, moi j'ai associé à ma présentation l'aspect environnemental, parce que quand on réduit la consommation à la source, si on réduit la consommation du combustible, automatiquement on réduit les émissions, parce que la production de l'énergie hors renouvelable, en général, c'est une source de pollution. Bien sûr. Donc si on réduit la consommation à la source, ça permet de réduire les émissions. Si aussi on change d'une source fossile non propre à une source plus propre comme le gaz, ça permet aussi d'avoir des économies ou de réduction des émissions. Et donc c'est les solutions de la cogénération à partir de gaz ou du gaz naturel. Donc j'ai commencé par un slide qui compare un peu dans les énergies fossiles les différentes solutions de production d'électricité, à savoir les moteurs à gaz, les turbines à gaz, le diesel, le fuel, le fuel lourd. Et là, comme vous voyez, le gaz en turbine ou en moteur, en termes d'émissions CO2, il représente une solution moins polluante par rapport au diesel ou au fuel. Pareil, si on voit les émissions en SO2. Donc là, les solutions à partir du gaz, à comparer au diesel ou surtout au fuel lourd, ils sont presque non polluantes. Et si on compare aussi aux NOx, on peut voir que des solutions à partir du gaz, turbine ou moteur, sont beaucoup moins polluantes que le diesel ou le fuel. Pareil aussi, si on peut penser aux particules, et pareil aussi, donc la combustion du gaz, dans le sens large, c'est une solution beaucoup plus propre de toutes les énergies fossiles qu'on peut trouver. C'est pour ça aujourd'hui, la transition énergétique doit passer nécessairement par le gaz. Parce que le gaz, c'est une source fiable, mais aussi propre. Aujourd'hui, pour un État qui doit produire de l'énergie dans le sens large, il a 3 équations à équilibrer. La disponibilité de l'électricité, un État ne peut jamais se permettre d'avoir un blackout dans le pays, parce que ça va arrêter toute l'économie. Un coût accessible et une énergie propre. Et cette équation-là, qui est un triangle, il faut pouvoir équilibrer entre la disponibilité, le coût et les émissions. Donc, et dans ce sens, la cogénération, ça permet en fait, à partir du gaz, de répondre à 80% sur ces 3 facteurs. Parce que le gaz, c'est une source fiable, propre et compétitive par rapport à d'autres énergies. Quand on la compare aux renouvelables ou on la compare au diesel, ça devient une source intéressante. Si on la compare au nucléaire, elle est plutôt plus chère mais plus propre. Donc en fait, il y a toujours cet équilibre à créer pour développer le secteur énergétique dans le sens large. Donc pour revenir au Maroc, donc quand on parle du gaz, le gaz c'est la composante CH4 qui est un combustible intéressant pour produire de l'énergie. Mais le gaz, on peut le trouver aujourd'hui dans plusieurs ressources. Et pourquoi ça passe tout seul? Donc on peut le trouver dans plusieurs gisements. Ça peut être du gaz naturel de pipeline, comme aujourd'hui au Maroc, on commence à trouver quelques opportunités de gaz. On peut le trouver dans les décharges, on peut le trouver dans les stations d'épuration, on peut le produire à partir d'un déchet agricole. Donc un agriculteur qui a de déchets, il peut faire de la fermentation de son déchet pour faire ce biogaz. On peut le trouver dans les stations d'épuration ou le gaz naturel tout court, qui est un gisement pétrolier qui va produire du gaz. Donc le gaz, c'est le méthane. Après, selon les gaz, il y a un gaz qui est riche en méthane, moins riche, un gaz qui a un pouvoir calorifique important ou moins important. Donc c'est juste 2 slides rapidement pour mettre un peu dans le bain ou dans le contexte du gaz. Parce que comme je disais tout à l'heure, le gaz, c'est une source qui permet d'assurer la transition énergétique avec des coûts accessibles, mais surtout avec des solutions flexibles et fiables pour assurer la disponibilité et l'équilibre donc coût-émission. Donc rapidement, donc clair que nous on est un peu partout dans le monde, hein, mais on est surtout dans les pays où il y a du gaz, surtout en Afrique aujourd'hui, dans les régions Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. Pourquoi ça passe tout seul?
Donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui aujourd'hui, un pays comme le Cameroun, il commence à découvrir du gaz. Une société britannique d'ailleurs qui a trouvé des gisements et elle commence à raccorder un industriel par industriel. Et aujourd'hui, on a une vingtaine d'industriels qui sont raccordés au gaz. Le gaz aujourd'hui, c'est une des solutions qui permet d'assurer une compétitivité chez les industriels. Produire à partir du gaz, ça permet d'avoir des prix de revient moins chers, ce qui favorise même l'exportation à l'international. Un pays comme par exemple la Turquie, ou l'Inde, ils ont réussi à faire évoluer leur industrie vers l'export parce qu'ils économisent d'une façon générale en termes de production, mais surtout en termes d'énergie que dans la plupart des produits, ça représente de 20 jusqu'à 30% du coût de la matière. Ici au Maroc, vous voyez comment les opportunités? Donc sur le Maroc, c'est les slides qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a trois opportunités ou trois secteurs d'opportunités. Il y a l'industrie. Par l'arrivée de gaz, comme la région de Kénétra, certains industriels aujourd'hui commencent à être raccordés au gaz. Et la cogénération permet à ces industriels de passer du fioul vers le gaz et avec le gaz faire de la cogénération pour réduire jusqu'à 30% ou 40% de la facture énergétique. Un des projets qu'on est en train de discuter, Super Ceram, aujourd'hui, la facture énergétique par le passage au gaz et avec la cogénération permet de faire une économie jusqu'à 35% de son coût énergétique. Sachant qu'une usine comme Super Ceram, la consommation énergétique, elle est énorme. Donc les matériaux et constructions, d'une façon générale, c'est une industrie très énergivore. Donc le deuxième secteur, c'est le biogaz et le déchet. Aujourd'hui, comme je disais, et là on a fait notre succès au Maroc, et aujourd'hui on est le pionnier en Afrique, à travers les projets qu'on a réalisés dans les décharges, les stations d'épuration, où une station d'épuration comme Marrakech, elle est à 90% autosuffisante. Elle n'achète pas d'électricité, elle ne produit pas d'électricité avec de l'argent, elle produit tout simplement 90% de son énergie à partir des bouts de la station d'épuration. Donc quand elle fait la collecte des eaux usées, elle récupère les eaux, elle fait la séparation, l'eau elle est traitée, rejetée donc dans la nature, et la matière solide, elle est par la digestion transformée en biogaz et produit de l'électricité. Et aujourd'hui, une station d'épuration comme Marrakech, elle a 90% de son énergie à partir de son déchet. Et le troisième secteur, par le développement de l'oil and gas, donc tous les puits pétroliers aujourd'hui, sont des opportunités pour la production d'électricité à partir de gaz que parfois un gaz fatal ou un gaz qu'on peut jeter dans la nature. Donc aujourd'hui pour le Maroc, c'est ça les solutions qui sont disponibles et des solutions qui peuvent booster même un secteur comme l'industrie qui est en pleine expansion. Peut-être une dernière question, est-ce que c'est facile justement de démarcher les entreprises marocaines? Est-ce qu'elles sont assez ouvertes à ce genre d'innovation ou pas? En fait, il y a deux choses. En fait, quand on parle d'une nouvelle solution, c'est vrai que c'est une culture à créer. À rappeler, moi, en 2008, quand j'ai commencé à vendre ce genre de solution, en Afrique du Nord, il n'y a aucun moteur à gaz installé. Aujourd'hui, on a 150 MW déjà qui tournent. Donc, et c'est vrai, la première année, on fait un projet, la deuxième année, on fait 3, la quatrième année, il y a 5 personnes qui vont chercher à faire des projets. Aujourd'hui, on est plutôt dans un pipeline de projets. Je parle régional, hein, donc une trentaine d'opportunités. Donc, en fait, c'est une transition qui se fait par l'arrivée de gaz chez l'industriel, parce qu'il y a 30 ans, les industriels ne sont pas raccordés au gaz. Il y a 30 ans, il n'y a pas cette culture de traiter ou gérer le déchet, donc il était à l'air libre, donc par le traitement de déchets, par la transformation de déchets, aujourd'hui les opportunités sont là, et c'était juste une culture à créer. Aujourd'hui, avec un acteur comme SDX, on essaie d'aller vers l'industriel pour leur assurer que le gaz, c'est une solution fiable, que c'est une solution propre, et surtout que c'est une solution économique. Donc, pour ramener ça à l'usage naturel ou normal, c'est vrai, ça prend du temps, mais on voit qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a 750 MW à partir des solutions qu'on est en train de réaliser. Donc, ça va venir. Merci beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un dernier point? Non, mais en fait, je voulais, rapidement, surtout à partir de gaz, donc la cogénération, je voulais quand même illustrer c'est quoi la cogénération. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'efficacité énergétique se fait à la source. Donc, entre une solution qui va être raccordée sur le réseau pour acheter de l'électricité, donc en gros, elle a besoin du fuel ou du combustible pour produire cette énergie,
de la transporter, elle arrive chez le client final avec un rendement, une efficacité de 48%. Un industriel, quand il fait de la cogénération, quand il consomme 100% de fuel, il est capable de transformer 90% de ce fuel en énergie utile. Donc on voit très bien qu'il y a 52% d'énergie perdue qui a été évitée dans une solution de cogénération. Si on transforme ça en chiffres, là c'est en pourcentage, pour un client qui achète de l'électricité au niveau du réseau, pour son besoin, je prends 1 mégawatt, et il a besoin aussi de 1 mégawatt électrique, on peut voir l'énergie consommée à la source entre l'électricité produite par le réseau et le combustible qu'il va utiliser pour faire de la chaleur, ça consomme presque 3 mégas par exemple, pour faire 2. Alors qu'une solution de cogénération, pour les mêmes besoins, elle va produire les mêmes énergies électriques thermiques, mais avec presque 2 mégawatts à l'entrée. Donc là, aujourd'hui, on voit très bien à la source, en énergie primaire, on a 30% de combustible en moins. Et c'est ça le principe de la cogénération. Donc pour arriver aux mêmes besoins à la fin, on a des solutions qui nécessitent 30% moins d'énergie à la source. Et donc moins d'énergie, moins d'émissions, et à la fin, c'est une économie. Donc c'est ça le principe de la cogénération. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc on le voit, il y a beaucoup d'opportunités, des mécanismes, des instruments qui sont mis en place pour les entreprises marocaines aujourd'hui. Il faudra encore davantage allier la gouvernance et peut-être la formation à l'avenir. En tout cas, la stratégie d'efficacité énergétique et la stratégie du développement durable pour les entreprises, ça commence à parler, ça commence à mordre à l'hameçon tout simplement. On va terminer par vos questions, bien évidemment, si vous en avez pour nos 4 acteurs, 4 participants de notre panel. C'est l'heure du dialogue, on vous écoute. Bonjour monsieur, premier levé, premier servi. Alors on va vous donner un micro. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est là pour le micro, sinon je vous passe mon micro. Merci, c'est Mouzoua. Saladin Mezouar qui donne le micro en personne. Merci. Monsieur Mezouar, félicitations. Et je souhaite que vous soyez le grand patron de la CGM bientôt. Bon, c'est lâché. Je n'ai rien dit. Il n'a rien dit non plus. Je vous ai connu il y a quelques années à la CETAVEX. Alors, c'est pas ça le sujet. Trump s'est moqué de la COP 21 et de la COP 22. Et 2 grands patrons de pays européens lui ont rétorqué qu'il s'était trompé. Est-ce vrai ou pas, monsieur Mezouar? Bon, là, on est toujours dans le sujet un petit peu. Non, c'est pas politique. Non, c'est... Ah, bien sûr. Non. Allez-y, Saladin Mezouar. C'est une question qui m'a été posée. Je me rappelle même plus ce que j'avais répondu, mais j'ai bon. des impressions aussi très intéressantes. Alors, juste présentez-vous parce qu'on n'a pas entendu votre prénom et votre nom. Kawin Ordine, directeur de développement industriel. Merci. Bien, d'abord, un plaisir de vous revoir. Et il faut venir dans des enceintes comme ça pour retrouver des visages qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, depuis pas mal de temps, la dernière fois, ça remonte à quoi, 10 ans que j'ai été invité par la Chambre. J'étais encore à l'industrie, ma passion. Et je dirais que par rapport à la question que vous avez posée, il faut mettre toujours les choses dans leur contexte. La candidature de Trump était une candidature qui allait complètement à contre-courant de ce qu'ont porté les démocrates pendant plusieurs années. D'ailleurs, quand on voit les différentes décisions qui ont été prises, que ce soit par rapport au climat, que ce soit par rapport à l'accord avec l'Iran, que ce soit par rapport à la question de Cuba et d'autres. C'est des décisions qui sont allées à contre-courant de décisions qui ont été prises par l'administration démocrate. Ça vient aussi à contre-courant d'un mouvement qui a été initié par les Américains, qui est celui de la libéralisation de l'économie et la mondialisation de l'économie, etc.
Donc c'est un projet d'une présidence qui va à contre-courant de quelque chose qui a été construit pendant 30 ans. Une présidence America First. America First. Et America First est plein de sens. Ça veut dire, on revient à nos fondamentaux, on protège nos acquis, on protège nos forces industrielles, etc., etc. Nos grands groupes, nos... Et donc, ceci démontre que le mouvement qui a été enclenché, les différents accords de libre-échange signés, l'impact de la montée de la Chine et d'autres régions, fait que si ça continuait, ça allait peut-être conduire à un rapport de force au niveau économique mondial qui allait forcément pas dans le sens des intérêts américains. L'accord sur le climat touche des intérêts américains. Sur le charbon, par exemple, et sur les énergies fossiles. Ce que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient n'est pas étranger à tout ce chamboulement que nous sommes en train de vivre. Et donc, la position de Trump de se retirer de l'accord de Paris a été contrecarrée en interne. Parce qu'il y a des États qui sont engagés, parce qu'il y a plus de 300 grandes villes qui sont engagées dans des projets, parce qu'il y a des États américains qui ont fait de cette mutation de l'économie le cœur de leur recherche, de leur développement et de leur investissement, et des start-up que nous voyons qui sont très florissantes, la Californie. Il y a des leaders comme Bloomberg, par exemple, qui va à contre-courant de la décision américaine. Donc, les Américains, en interne, se sont organisés pour ne pas être les perdants d'une dynamique qu'ils savent irréversible. On peut ralentir, mais on ne peut pas changer la dynamique mondiale. Et la dynamique mondiale va vers une nouvelle économie. Cette nouvelle économie, elle mettra du temps pour se construire, s'organiser, se structurer, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la question du pétrole, etc., il y a de gros et d'énormes intérêts. On ne vient pas changer la source d'énergie avec autant de facilité. On s'y prépare, on sait que la durée de vie est limitée dans le temps, et donc on essaiera de tirer le maximum de ce qu'on peut tirer jusqu'à ce que l'on puisse avoir cette capacité de contrôle. Or, on n'est pas sûr dans le monde occidental qu'on aura cette capacité de contrôle technologique sur les mutations énergétiques et autres mutations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Chine va vite. Et la Chine a un territoire qui lui permet d'expérimenter et de développer à une vitesse grand V. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, comme ils savent qu'ils ont le temps, ils n'ont pas sauté sur l'occasion pour prendre le leadership. Il y a eu une réaction d'un pays qui nous est cher, qui a cherché à se positionner tout de suite. Il faut que le monde occidental continue à être et à garder la main et le leadership sur des questions hautement stratégiques avec des impacts énormes sur le devenir des sociétés, des économies et de l'humanité. Et donc nous sommes en train de vivre cette période-là avec un monde occidental qui veut continuer à tirer, qui ne veut pas perdre la main. Il a la puissance financière. Il faut laisser organiser et s'organiser. Et un leader mondial comme celui des États-Unis qui, lui, veut freiner un mouvement pour peut-être laisser les entreprises et les organisations s'organiser. Donc c'est la finalité de toute cette histoire, c'est ça.
l'impact n'a pas eu... On n'a pas eu l'impact supposé. Parce que le fait qu'il y ait eu un regroupement rapide des États fédéraux, certains États fédéraux, des grandes villes, donc des maires, des gouverneurs, etc., des grandes entreprises américaines, a fait que l'impact de l'annonce a été un impact relativement atténué. L'impact se sentira au niveau du financement, parce qu'effectivement, les Américains étaient organisés sur combien? 2 milliards, 3 milliards, 3 milliards de dollars. Ils en ont mis un, ils ne mettront pas les deux. Mais les deux, ils vont être comblés. Il y a des pays, il y a des organisations qui vont combler tout ça. Mais nous sommes face à un mouvement irréversible. Ma conviction, parce que j'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur et de voir ce qui se passe, c'est un mouvement irréversible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, le Maroc dans tout ça, etc., Sa Majesté a compris où va le monde. Il faut que le reste suive avec le même rythme et avec la même capacité à transformer. Parce que dans tout ça, c'est quoi? C'est ta capacité à transformer des idées, des annonces, des stratégies en réalité. Et ça, effectivement, c'est pour ça que j'ai insisté sur la bonne articulation. Mais au-delà de la bonne articulation, il faut toujours du leadership. Et je pense que sur les questions des mutations climatiques et du devenir et des enjeux, je pense que le leadership de Sa Majesté va continuer à fonctionner avec force, à marquer également le rythme, et c'est dans l'intérêt de notre pays. À côté de cela, les entreprises doivent comprendre qu'ils ont des opportunités à saisir. De vraies opportunités à saisir. Et on les saisit maintenant. Quand j'étais dans le secteur privé, je me disais, et je disais toujours, les meilleurs investissements sont les investissements qui sont réalisés en période de crise ou en période de baisse du marché. Quand on investit pendant ces périodes-là, on est toujours préparé quand le marché reprend. Et ça n'a jamais failli. Dans toutes les expériences que j'ai vécues ou celles que j'ai vues, ça n'a jamais failli. Et donc nous sommes aujourd'hui face à des opportunités et il faut les saisir. L'entreprise doit les saisir. Il y aura toujours des leaders. C'est comme ça qu'est faite la vie, c'est comme ça qu'est faite l'économie. Il y aura toujours des précurseurs, des leaders qui vont faire fonctionner cela. Je pense que la CGM, à ce niveau-là, peut jouer un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de ce mouvement et l'impulsion. Elle peut jouer aussi un effet d'accélération des politiques publiques, de pression sur les gouvernements pour avancer sur un certain nombre de décisions. Et je pense que là, c'est quelque chose, c'est une conviction, je la répète, mais c'est une conviction profonde. Notre pays ne doit pas jouer dans la cour des petits. Notre pays doit avoir toujours l'ambition de jouer dans la cour des grands. Et c'est quand on a cette ambition que tout le mouvement du corps social et de l'organisation des États et des acteurs qui suit. Si vous amenez les gens à jouer sur le petit terrain, avec de petites ambitions, on restera toujours un pays à la traîne. On n'a strictement aucun intérêt à ce qu'on aille dans cette direction-là. Vous avez une deuxième question. Rapidement. On pousse les agriculteurs, gros agriculteurs, hein. Ça c'est une question pour vous, peut-être pour M. Mouline aussi, à consommer de l'eau qui sera réutilisée, mais après filtration, pour des productions importantes telles que la pastèque de Zagora, qui consomme énormément d'eau, et l'eau que tous les citoyens consomment est chère. Alors, trouver une solution pour que tous ces gens de Zagora, là, utilisent une eau qui peut être moins chère. Merci. Mais en tout cas, ça a l'avantage de permettre à des agriculteurs d'avoir un produit qu'ils vendent et d'avoir des revenus. C'est pas noir ou blanc. Ça peut être gris, ça peut être
atténué, ça peut être coloré, comme la pastèque, etc. Quand le plan Maroc Vert a été lancé, un des piliers était d'agir sur la réduction de la consommation d'eau. Je me rappelle de la réunion qu'on a eue avec les organisations des agriculteurs et avec les fédérations. Aziz Arnouch et moi-même, j'étais ministre des Finances. Et il était question d'annoncer le soutien de l'État pour les agriculteurs sur l'irrigation localisée. On était sur 80%. Le matin même, avant de descendre à la réunion, je lui ai dit, écoute, quand on veut quelque chose, il faut y aller à fond. C'est vrai que dans l'absolu, il y a un principe qui consiste à dire, on ne peut pas tout financer à 100%, il faut qu'il y ait une petite contribution. Je lui ai dit, on va y aller pour 90%. Et la décision a été prise le matin même. Et ça a permis, aujourd'hui, combien on est à 500 000 hectares maintenant 500 000 hectares. Entre 2008 et 2017. 500 000 hectares avec l'irrigation localisée, avec un vrai soutien de l'État, etc. On a encore beaucoup à faire sur ça. Le chemin est long. Mais il y a des fois des décisions de l'État, quand elles sont prises, elles peuvent produire les impacts. Après, il faut les entretenir et les accompagner. Je pense que les banques se sont organisées, les acteurs se sont organisés aujourd'hui pour accompagner ce mouvement, pour renforcer l'irrigation localisée. Le Maroc doit continuer à produire ce qu'il sait produire. Et on ne produit pas uniquement parce qu'on sait produire, on produit parce qu'il y a une demande du marché. Et la pastèque, il y a une demande du marché. Ça permet à des familles de vivre, ça permet à des régions de s'entretenir, ça permet à des investissements de faire, ça permet à des richesses de se créer, même quand elles sont petites. Et donc, j'ai entendu des réactions, des fois, un peu poussées. Dire, bon, mais comment le Maroc produit des tomates? Ils vendent de l'eau. On n'a pas d'eau. Stress hydrique, ceci et cela. Arrêtons les tomates demain. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des gens dans la rue. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est vrai que c'est un sujet. Qu'on va devoir monter des stations de traitement de l'eau salée pour l'adoucir, etc. C'est de l'investissement que le Maroc va faire. Mais le Maroc ne peut pas abandonner des populations, des territoires qui vivent d'une économie parce qu'elles consomment ceci ou elles consomment cela. On peut tenir le même raisonnement. On importe beaucoup de fuel. Ça nous coûte beaucoup d'argent également en termes de devises. On peut arrêter les centrales électriques. On peut arrêter de vendre de l'électricité qui est faite sur la base du fuel, etc. On ne peut pas. Donc, il faut penser des stratégies, des visions, les construire et bien sûr accompagner la transformation. C'est le seul salut parce qu'on est encore un pays où l'agriculture joue un rôle important, pas uniquement au niveau économique, mais également au niveau de la stabilité sociale. Et ça, personne ne voudra décider autrement que ça. Il y a des investissements qui ont été annoncés. On va construire de nouveaux barrages. On va construire des unités de dessalement d'eau de mer. Comme vous avez dit, il y a le plan national de l'eau qui a été adopté. Est-ce qu'il y a de la place pour des low-tech, des technologies, des petites technologies? Est-ce que les industries marocaines peuvent aujourd'hui construire des petites technologies pour répondre justement, notamment au stress hydrique ou à des problématiques d'efficacité énergétique, notamment Saïd Moline? Mais c'est non seulement nécessaire, mais on le voit aujourd'hui dans certains cas déjà. J'ai parlé tout à l'heure du pompage solaire. Un accompagnement pour le pompage solaire va obligatoirement avec la gestion de l'eau. Parce qu'on peut penser qu'avec le solaire, on va pomper de l'eau, et comme l'électricité est gratuite, parce que c'est le soleil, eh ben on va pomper de l'eau même si on n'en a pas besoin. Donc il faut bien dimensionner les systèmes. C'est toute une réflexion à avoir, parce qu'il ne s'agit pas de régler un problème environnemental en créant un autre. Et c'est vrai, la gestion de l'eau, c'est pris en compte. Et aujourd'hui, je crois qu'on a même des chiffres, parce que c'est un volet, c'est 80% de l'eau du Maroc qui va à l'agriculture, pratiquement. Ouais, 80%, donc on est dans un schéma où il faut être très très vigilant. Bien sûr, on a moins de pluie, elle arrive d'une façon plus violente, etc. Il faut la capter, les barrages collinaires et autres, tout ce qui se fait pour l'adaptation. Le dessalement, comme ça a été dit, tout ça, on a des solutions techniques. Mais n'oublions pas
le côté social. Le côté social est tellement important. Et pour revenir à votre question sur les start-up dans ce domaine, ce qu'on a montré lors de la COP22 à la zone verte, il y avait tout un volet sur l'eau. Il y avait tout un volet sur l'énergie, tout un volet sur l'agriculture, sur l'eau, sur le transport et autres. Mais pour montrer qu'il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de réutiliser l'eau, de récupérer l'eau, donc de consommer beaucoup moins d'eau, même dans l'agriculture. On a montré on parlait de tomates. On peut faire de la tomate avec beaucoup moins d'eau. Donc attention, quand on dit attention, on exporte de l'eau marocaine, d'abord de quoi on parle? Est-ce que c'est 0,1% de l'eau du Maroc? Ou même pas, je parle. Parce qu'attention, si on compte en termes de quantité. Donc attention, et aujourd'hui il y a des nouvelles technologies, il faut les généraliser. Il y a encore beaucoup de travail, comme ça a été dit. Il y a encore beaucoup de... Et c'est énorme ce qui se passe chez les startups, comme innovation, aussi bien dans l'énergie, on suit beaucoup plus celle de l'énergie, mais chaque semaine on a des nouveautés. Et donc il faut, bien sûr, non seulement les tester, les adapter au contexte de notre pays, de notre continent, et en même temps les accompagner. Il y a un cluster solaire à la CGM, on a une commission dédiée à l'énergie, au climat et à l'économie verte à la CGM. C'est rare des patronats qui ont été aussi volontaristes. Ça a été dit tout à l'heure, on a un patronat aujourd'hui qui a une politique très volontariste, avec même une politique climat. Mais on a ces startups, on a plus de 200 entreprises, donc tout ce qui est économie verte, qui sont accompagnées. Aujourd'hui, avec Mazen, avec les... D'autres questions? Juste ajouter un point. Il faut bien méditer l'exemple de Jarada. Des décisions qui se prennent 20 ans avant, quelles conséquences elles peuvent avoir quand elles ne sont pas accompagnées par de véritables politiques de substitution. Fermer une mine, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est bien. Quand elle n'est pas rentable, quand l'État veut se désengager, qu'il ne trouve pas de repreneur. Mais en même temps, l'État a toujours la responsabilité d'assurer la substitution ou de trouver des alternatives à des économies locales qui sont indispensables. C'est pour ça que je dis, quand j'entends des réflexions ou des commentaires, c'est pas de vous, hein, ça n'a rien à voir, parce que je l'ai lu avant. Et je dis, mais le Maroc vend de l'eau, en vendant de la tomate, ils vendent ceci, ils vendent cela. Oui, mais... Et après, arrêtons et voyons quels dégâts les dégâts sociaux que cela va produire. Et donc, il faut quand même qu'on reste lucide. On doit construire des économies modernes, on doit avancer dans notre capacité de transformation, etc. Mais restons lucides par rapport à nos propres réalités. Et nos propres réalités ne sont pas celles souvent qu'on pense. Des populations vivent de rien. C'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vivent de l'agriculture et de ce type de produits. Donc, restons vigilants, restons quand même lucides, parce que le Maroc n'est pas celui des villes, le Maroc n'est pas celui des régions riches, le Maroc est aussi celui des régions déshéritées, des régions sans ressources, des populations sans perspective, sans espoir, une jeunesse qui ne sait pas quoi faire, etc. Et donc, c'est cette lucidité et notre capacité à apporter des réponses par rapport à ce Maroc-là, qui nous fait mal aujourd'hui. Et il va faire mal parce que les gens n'en peuvent plus. C'est ce Maroc-là à qui on doit trouver des réponses, et de vraies réponses. Une autre question, madame? Merci. On vous écoute. Il marche. Tout d'abord, je remercie vivement la Chambre du commerce britannique de nous avoir conviés à cet important événement. Je remercie aussi les éminents conférenciers. Je me présente, je suis Aïcha, je m'appelle Aïcha Mohamedi, je suis professeure d'université. Vous êtes professeur d'université? Oui, professeur d'université en géosciences marines, voilà. Je souhaite revenir un tout petit peu au thème d'aujourd'hui, qui est le thème du développement durable, et je m'adresse à la fois aux 4 conférenciers, peut-être un petit peu plus particulièrement à Monsieur Mzouar. C'est que ce concept le développement durable, le Maroc au niveau loi, on est très bien doté, on est même mieux doté que certains pays, ou même on peut dire on est au diapason des pays les plus, on va dire ceux qui ont le plus avancé sur la protection de leurs ressources et sur le développement durable.
Mais n'empêche que je pense que on ne peut pas cacher la triste vérité, c'est que ça a été dit par certains conférenciers que quand même on assiste jusqu'à aujourd'hui à une dégradation très importante de nos ressources, à une dilapidation de ces ressources. Il n'y a qu'à voir l'état de nos rivières, il n'y a qu'à voir l'état de nos mers, il n'y a qu'à voir... enfin, et tout ça, pour beaucoup de personnes, est dû certainement à cette, on va dire, à la dichotomie entre la sortie des lois et leur mise en circuit d'application. Certes, ce constat est fait, mais je pose la question, est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que finalement, là, à partir... la Convention nationale de l'environnement et développement durable, elle commence à dater, c'est 99-12. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez vite, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des lois et que l'application ne suit pas forcément? Voilà, déjà la Convention, elle date. Maintenant, le constat qu'on faisait, nous, autant que chercheurs, société civile, c'est que il n'y a pas de mise en application des textes parce que tout simplement, il n'y avait pas de synergie. La SNDD est venue pour répandre, pour créer la synergie entre les politiques et les programmes sectoriels. Mais on continue quand même d'avoir des ressources très dégradées. Donc moi je pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Pourquoi justement, autant que citoyens, autant que décideurs, autant que société civile, autant que chercheurs, pourquoi on continue d'avoir un Maroc, on dirait qu'il a des industries lourdes, alors que ce n'est pas le cas? La première question. La deuxième question, c'est pour M. Mzouar. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Vous avez parlé de l'économie verte. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, le Maroc, depuis, on va dire, quelques mois, ou un petit peu même 2 années, il commence à ne plus tourner le dos à la mer et on parle de réelle économie bleue. Mais comme vous le savez, cette économie bleue, nous, on va dire, on s'est un petit peu réveillés, on ne tourne plus le dos à la mer, mais la mer, même si on n'a rien fait pour avoir on va dire, on n'a pas participé aux gaz à effet de serre, au changement climatique, mais on les subit de plein fouet. Il n'y a qu'à voir les submersions qu'on a commencé à enregistrer au niveau de nos côtes. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec, en même temps, ces risques d'élévation du niveau marin, et en même temps que nous, c'est maintenant qu'on voudrait voir nos 3500 km de côte, est-ce que vous pensez qu'on réussira et comment faudrait-il faire? Voilà, et je vous remercie. Bon, question assez longue. On n'a pas des experts maritimes forcément. On a eu des initiatives qui ont été lancées plus ou moins. Qui se lance dans le difficile exercice? Saïd Mouline? Oui, bon, sur l'aspect réglementaire, bien sûr. Vous savez, quand je parlais de la réglementation thermique du bâtiment tout à l'heure, vous faites une loi. Une loi toute seule, ça ne marche pas. Il faut accompagner tout le secteur. On vit une transition. Ça a bien été dit, ce n'est pas une rupture, c'est une transition qui va se faire sur plusieurs années. Donc il faut accompagner cette transition, pour des raisons économiques, des raisons sociales et autres. Mais c'est très important de renforcer en même temps les capacités. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Former tous les architectes à la réglementation thermique du bâtiment, c'est un travail qui prend plusieurs années. Mais il se fait par étapes. Maintenant, s'il y a s'il y a une police de l'environnement aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir l'équiper ou pas. Bon, ça, c'est une autre question. Mais c'est de relever quand il y a des flagrants délits de pollution et autres, il y a quand même des réflexions. Mais attention, quand on a parlé des stations d'épuration, on a vu celle de Marrakech, il y en a celle et la grande de Fès, mais il en faut dans toutes les villes. Il n'y en a pas encore dans toutes les villes. Donc il y a tout un travail qui est fait. Avant, vous rappelez-vous, à Marrakech, la rivière était polluée. Ce n'est plus le cas. Donc c'est des gros investissements qui sont faits. Toutes les grandes villes, oui, toutes les grandes villes côtières, surtout en Méditerranée, rejettent en mer. Mais oui, Marchica a été nettoyée. Maintenant, il y a une station d'épuration. Maintenant, mais c'est un travail énorme qui a été fait. C'est vraiment un cas d'école qui sert d'ailleurs à d'autres pays africains, parce que ça a été Marchica, c'était les égouts de Nador. Donc aujourd'hui, c'est une lagune qui est réhabilitée. On peut corriger les choses. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Bien sûr, ça nécessite des investissements, ça nécessite des volontés politiques, et on voit tous les impacts. Parce que ce qui peut se développer dans la région est très... Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur l'aspect réglementaire. Sur l'aspect eau, oui, 3500 km de côte. Bien sûr, les industries, on connaît bien l'industrie de la pêche.
mais il y a l'aquaculture, il y a les énergies de la mer, parce qu'on a pensé aussi aux énergies marines de demain. Tout ça est à l'étude. Et bien sûr, on pourra en profiter, mais chaque chose se fait en son temps, avec un modèle économique, avec un modèle de formation qui doit aller de pair. Voilà. Ça va être mes soins. Bien, pour ne pas être impoli, je répondrai. J'ai été ministre dans 3 gouvernements. J'ai été chef de parti. J'ai été parlementaire. Qui demande des comptes au ministre sur l'application des lois ou sur la mise en œuvre des engagements quand les élections arrivent? Je ne vois personne demander des comptes. Les journalistes. La Cour des comptes, chouïa. Ça commence. La Cour des comptes pour le contrôle de l'exécution. Ouais. Maintenant, on rentre un peu dans l'évaluation. Mais qui demande? C'est pas la Cour des comptes qui doit demander. C'est les citoyens qui doivent demander des comptes. Or, personne ne demande de comptes. Je le regrette de le dire, mais c'est la réalité. En tout cas, La société civile, peut-être, qui n'est pas assez mobilisée, entre guillemets, sur des questions qui devraient peut-être davantage porter... Beaucoup de questions, la société civile n'est pas encore suffisamment organisée. Maintenant, nous avons depuis 2011, une nouvelle constitution qui donne la possibilité aux gens de recourir, de demander des informations, etc. La société n'est pas encore arrivée à s'organiser. 2, la sanction en général vient durant la période des élections. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Ne demande pas de compte. Et donc, l'application des lois, l'efficacité dans la gestion de la chose publique, gouvernementale, etc. Aujourd'hui, on commence à exiger la reddition des comptes. L'outil qui utilise ça, c'est la Cour des comptes. Mais au niveau du Parlement, par exemple, quand on voit les questions qui sont posées, etc., faites un peu attention et regardez. Est-ce que vous êtes soulagé un petit peu par la loi organique de finances qui propose donc des budgets sur 3 ans, sur des investissements clairs, concrets? Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais ministre des Finances. Regardez le temps que ça a pris pour adopter la nouvelle. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Une loi, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que la planification sur 3 ans va soulager, va permettre de mieux fonctionner. Ça donnera de la visibilité aux établissements publics, aux administrations, etc., pour mieux s'engager sur les investissements et sur les dépenses. C'est clair que ça va améliorer. Mais au-delà, moi je pense, parce qu'il a fait référence aux lois et la mise en application des lois, il n'y a pas de demande de reddition de comptes. Et donc, tant qu'on, dans notre pays, personne ne demande de compte à un ministre sur ses engagements, un gouvernement sur ses engagements, écoutez, les choses prendront du temps. C'est tout. On va prendre encore 2 questions, monsieur. Hicham Bournif, directeur général du cabinet Aigle Bleu. Je tiens à vous remercier beaucoup de vos présentations magnifiques, très pointues. Et je voulais féliciter en particulier M. Mzoual sur la COP22 parce que quand même, au-delà de la question environnementale et économie du verre, ça a ouvert beaucoup de portes à tous les secteurs d'activité en termes d'image. C'est le big événement qui était bien réussi à effet très positif. J'ai une question très pointue. Aujourd'hui, pour faire accélérer les choses, on cherche l'investissement. 24 heures sur 24. Du 1er janvier au 31 décembre, tout le monde travaille. Public, administration, privé, banque d'affaires, capital risqueur, fonds d'investissement, etc. Même les petits cabinets, même les avocats d'affaires, etc. Je travaille beaucoup avec les ministères, je travaille beaucoup avec l'administration et je travaille avec le secteur privé et les investisseurs. Malheureusement, dans l'argumentation du pays, le volet marketing survole le côté vert, qui est très important. Quand vous prenez, par exemple, l'argumentation de l'AMDE ou de certains ministères, avec tout le respect qu'on leur doit, ou le CFC, il y a des caravanes internationales en Asie, en Europe de l'Est, en Afrique, etc.
et très rarement où on voit le volet environnement qui est un vrai facteur, une vraie insight pour attirer beaucoup d'investisseurs et industriels. D'où donc ce premier volet que je pense en tant qu'acteur civil important, sur lequel peut-être il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire dans l'argumentation de la vente du Maroc pour attirer des investisseurs, il faut vraiment accélérer le côté environnement. Et puis on a le volet interne où c'est compliqué, c'est lent, ça prend beaucoup de temps. On a des cas concrets dans les zones, les nouvelles zones industrielles, Tanger, la région Tanger, Casablanca, etc., où l'environnement est très respecté. Donc, il serait temps, puisque la politique du pays qui tend vers les joint ventures, c'est-à-dire attirer des investisseurs locaux, les convaincre avec des investisseurs étrangers, il est temps de les initier et de leur donner des exemples concrets afin de pouvoir concrétiser ces objectifs d'investissement dans l'industrie et dans l'économie du pays. Voilà, comment on peut faire tout ça. Merci. Saïd Molina. J'ai personnellement accompagné pas mal de fois l'AMDI dans des présentations quand il y avait le thème qui était mis en avant, même en Chine et autres, parce que lorsqu'on a des secteurs qu'on peut mettre en avant parfois, donc chaque fois on peut accompagner en tant qu'acteur dans certains secteurs avec tous les acteurs du domaine. Hein. C'est un volet important, mais c'est vrai. Aujourd'hui, dans tous les projets que nous présentons, que notre pays doit présenter, et vous savez, même dans la candidature pour la Coupe du Monde, si vous voyez, il y a dans les documents un paragraphe dédié au développement durable. C'est important, dans tous les projets. Et vous faites un projet d'investissement d'abord, il y a des opportunités, parce que notre pays a déjà une politique volontariste dans ce domaine. Et ensuite, c'est comme ça qu'on a pu avoir des industriels, aujourd'hui aussi bien dans les... quand je parlais tout à l'heure de 70% d'intégration industrielle dans l'éolien, c'est pas venu comme ça a pris 15 ans. On a commencé par faire des mâts, ensuite que du câblage, ensuite on a fini par les pales. Donc ça se fait par étapes. Donc, mais vous avez raison, il faut l'intégrer encore plus, parce que c'est une carte à jouer. Et que notre pays est reconnu comme cela. Et il faut profiter, c'est ce qui ressort un peu de la COP22. Notre pays a aujourd'hui, dans ce domaine, une reconnaissance internationale très forte. Il faut en profiter au maximum. D'ailleurs, dans le secteur bancaire, par exemple Crédit Agricole, ou je pense d'autres banques aussi l'ont compris. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de drainer des fonds internationaux. C'est des investisseurs d'une manière ou d'une autre. Et donc, s'il y a une carte à jouer aujourd'hui, c'est justement cette politique de sauvegarde environnementale et sociale qui sont aujourd'hui une condition parfois sine qua non de débloquer des fonds. Et donc, c'est très important de communiquer dessus, mais il faut bien sûr d'abord mettre en place l'ossature et savoir communiquer comment et sur quoi. Après, oui, c'est un réel levier. Comme j'ai dit tout à l'heure, une réelle opportunité. En tout cas, je pense que le secteur bancaire l'a compris. On a même une feuille de route développement durable qui est pilotée par le GPBM, etc. Et on peut, je pense, mettre à profit notre expérience pour les autres secteurs. C'est capital. C'est important. Je pense que c'est important. La dernière question de la soirée. Monsieur ? Oui, bonjour. C'est vrai que... Bonsoir. Bonsoir. Alors allez-y, juste présentez-vous. Oui, une phrase qu'a dit C. Mouline tout à l'heure, que je reprendrai, c'est que c'est vrai que les Africains, les économies africaines attendent beaucoup du Maroc comme locomotive à laquelle ils veulent s'arrimer. C'est vrai. Mais ils n'attendent pas uniquement le commerce. Ils attendent la culture, un certain nombre de choses. Ils n'attendent pas uniquement le commerce. Ceci étant, nous avons, nos banques sont bien implantées en Afrique, un certain nombre de sociétés marocaines, des grands groupes, sont implantés en Afrique. Simplement, aujourd'hui, nous avons un petit handicap et qui va en grossissant au fur et à mesure du développement des affaires. C'est celui d'intégrer le système juridique, le système Ouhada,
C'est OHADA, c'est l'organisation de l'harmonisation du droit des affaires, à laquelle, ou un système auquel participent 17 pays. Notamment, il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique centrale. Des pays... Alors, ce système a l'avantage. C'est un droit des affaires qui est un peu plus évolué que le nôtre. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais auquel il va falloir s'intégrer très vite. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que... Alors, vous avez une question particulière, juste? Oui, je disais... Oui, pas de question particulière. Donc, il faut s'intégrer faire perdre le fil. Il faut s'intégrer à ce système parce que les grands groupes qui avaient l'habitude de travailler en Afrique, quand je prends les multinationales comme ABP en énergie, etc., ils avaient des clauses dans les contrats de règlement des litiges au niveau des clauses d'arbitrage devant des chambres de commerce, Paris, Genève, etc. Aujourd'hui, les Africains ne veulent plus de cela. Ils veulent travailler dans le cadre de ce système OHADA et ils demandent instamment au Maroc de l'intégrer. Nous avons reçu le président de l'OHADA en septembre, qui a été reçu par le ministre de la Justice, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui se font à haut niveau, mais au niveau de l'application, ça traîne et ça peut pénaliser. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire accompagner très vite ce que nous faisons en Afrique, tout ce que nous faisons, par l'intégration de ce système juridique? Merci. Saïd Moline ou Saïd Mezouar? La dernière question du soir. Maintenant, je m'appelle Saïd. Salah. J'ai mâché mes mots. C'est le réveil matinal de 4 heures. Vrai, sur le côté juridique, c'est vrai que même on en a discuté aussi, les PME qui vont en Afrique aujourd'hui, comment elles peuvent avoir un minimum de sécurité, comment elles peuvent être accompagnées. Les banques marocaines sont présentes, c'est vrai. Et il faut, bien sûr, ce volet juridique, où on connaît aussi ce qui s'est fait au niveau international avec la COFAS et autres, par exemple, qui peut servir aussi pour les PME marocaines qui se développent. Nous, ce qu'on a comme convention, ce qu'on a comme renfort, il n'y a pas que le commerce, vous l'avez bien dit. Nous, il y a un volet renforcement de capacité. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ça. Et en même temps, on a vu des PME marocaines, dans le secteur de l'énergie, la FENELEC a fait une tournée en Afrique assez intéressante, avec montré pour accompagner un certain nombre de secteurs où le Maroc a un savoir-faire, et surtout pour les créations, pour l'accompagnement. Donc, on a ce volet juridique, je ne le connais pas personnellement, je ne voudrais pas, mais c'est vrai qu'il sera nécessaire parce que aujourd'hui, surtout dans le monde des affaires, il ne faudra pas que certaines problématiques rencontrées sur le terrain gâchent le tout. Hein. Donc, et c'est un volet tellement sensible, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des précautions qui sont prises aussi grâce aux banques marocaines présentes. C'est une chance que nous avons, les banques présentes sur tout le continent, pratiquement maintenant, aujourd'hui. C'est vraiment une chance que nous avons et qu'il faut profiter. Et bien, l'aspect juridique, j'imagine que vous dites qu'il faut accélérer, j'imagine. C'est pas uniquement le travail des banques, c'est le travail également des politiques. Surtout de la justice. Oui. C'est la justice qui devrait... Et pas spécialiste forcément. Voilà. En tout cas, le message est passé. Saïd Mezouar, pour conclure, vous voulez peut-être réagir? Droit des affaires, davantage s'inclure? Non, moi, c'est des constats. Je n'ai jamais vu un groupe étranger venir négocier un investissement sans qu'il ait un conseiller juridique à côté. Souvent, quand il est en face d'un ministre, je pense que ça commence à s'améliorer un peu, il n'y a jamais de conseiller juridique à côté. C'est la culture. Ceci est valable pour des entreprises aussi, pas uniquement au niveau des responsables politiques. Donc, ce réflexe d'avoir constamment un conseiller juridique quand on traite des affaires doit devenir quelque chose naturellement de naturel. Allez. Idem pour un gouvernement. Un gouvernement, quand il négocie avec des investisseurs, ou quand il reçoit des investisseurs, il faut qu'il soit baqué sur un plan juridique. Les ministères ont leur direction juridique, mais il faut avoir un spécialiste du droit des affaires.
Et donc, je pense que cette culture mérite d'être développée. On a encore des lacunes, mais il y a une prise de conscience, donc les choses sont en train d'avancer. Mais ça, c'est des réflexes souvent que les gens n'ont pas. On trouve un cabinet d'un ministre où il n'y a pas de responsable ou de conseiller juridique, souvent. Parce qu'on dit, bon, pourquoi je vais prendre un conseiller juridique avec moi? J'ai une direction juridique. Quand j'ai besoin de consulter sur quelque chose, je consulte le directeur juridique. Or, dans l'activité et la responsabilité au quotidien, on n'a pas que des choses en relation avec le département. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à Saïd Mezouar, Saïd Moline, Amal El Malawin et Ali Hajji. À très bientôt. Absolument, m'appeler Saïd ce soir. Et j'espère qu'on vous retrouve bientôt. Saladin Mezouar sur Atlantique Radio, en tout cas. Saladin. Merci à vous tous.